Chers amis de Paix et Guerre, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle mondoscopie qui sera celle du 26 août déjà 2026, même si je l'enregistre la veille, nous sommes le 25. Je vais vous parler bien sûr des deux conflits qui sont aujourd'hui assez clairement intriqués et qui sont ceux bien sûr de l'Ukraine et de la Russie, enfin de la Russie et de l'OTAN via l'Ukraine, hein, ce serait quand même peut-être plus juste de le dire comme ça, et puis le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran au Moyen-Orient. Donc ces deux conflits sont intriqués, surtout ces deux conflits mettent en relief une même chose sur laquelle je vais peut-être introduire mon propos, c'est-à-dire cette faillite, alors ça se voit de manière un peu pathétique, je dois dire, certains pourraient trouver ça comique, moi je trouve ça pathétique, cette faillite finalement du rêve, de l'utopie, du fantasme américain de l'hégémonie libérale qui allait leur permettre d'avoir le contrôle sur la planète entière, de se faire obéir de la planète entière et d'instaurer leurs règles, leurs canons, leurs intérêts, leurs souhaits, leurs méthodes à la planète. Voilà. Et donc de casser tout ce qui était de l'ordre du nationalisme, alors que pourtant les États-Unis sont malgré tout un pays extrêmement nationaliste lui-même, enfin qui tient à son intérêt national. Ils ne parlent que de ça, ils ne font que ça. Mais bon, ça c'est bien pour eux, mais pas pour les autres. Donc l'idée était quand même de mettre à bas les États, et ça a marché dans un certain nombre de cas, mais il y a eu un certain nombre aussi de grandes récalcitrances, et aujourd'hui, on voit bien que c'est cette espèce de combat de titans face auquel, en fait, les Américains et les États-Unis, enfin, en tout cas, l'homme qui les dirige aujourd'hui et son administration paraissent assez désarmés, pas seulement en termes de vecteurs antiaériens ou de missiles, mais intellectuellement. C'est assez frappant, c'est assez confondant quand vous écoutez les responsables américains, le président bien sûr, mais tous ces grands subordonnés, tous ces ministres, si vous voulez. Le dernier en date, c'est sans doute Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui est parti dans un délire fou sur enfin, c'est d'une naïveté quand même. Bon, bref, confondante vis-à-vis de l'Iran, croyant qu'il allait pouvoir écraser l'Iran sous des sanctions, comme si, n'est-ce pas, les sanctions avaient marché, et alors surtout dans le contexte actuel, ça ne risque pas de marcher, comme je l'ai déjà expliqué. La Russie et la Chine ne sont plus avec les États-Unis, j'allais dire pas contre l'Iran, mais engagés dans un processus visant à contraindre l'Iran, comme c'était le cas au moment de la signature du JCPOA en 2015. Ils sont désormais avec lui contre les autres. Bon, enfin ça n'a pas l'air vraiment d'être arrivé jusqu'à l'intelligence du secrétaire au Trésor américain. Bref, en tout cas, ça n'empêche pas les États-Unis de se montrer extrêmement, évidemment, agressifs, extrêmement, comment dirais-je, harceleurs, si vous voulez, de tous ceux dont ils voient bien qu'ils veulent leur résister à un titre ou à un autre, et la liste s'allonge. C'est un peu ça le problème maintenant américain, c'est que si vous voulez, vous ne pouvez pas menacer tout le monde en permanence, de les bombarder s'ils n'obéissent pas, comme ils l'ont fait là avec Oman récemment, mais il y a aussi la Corée du Sud, enfin, je veux dire, voilà, ça n'arrête pas. Les menacer de les écrouler sous des droits de douane, on voit ce qui vient de se passer avec le Canada qui se rebelle enfin, dira-t-on, avec Carney. Et en même temps espérer qu'ils vous mangent dans la main. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'est pas possible avec des pays d'une certaine taille, ayant une certaine histoire, ayant un certain gabarit, ayant des moyens, ayant des alliés, et dans un contexte international global où l'Amérique n'est plus toute seule comme puissance hégémonique. C'est fini cette hégémonie. Je ne sais pas à quel moment les Américains vont finir par comprendre, parce que plus ils vont attendre, plus ce sera douloureux. C'est un peu comme l'Europe et la Russie, si vous voulez. Plus on attend, plus ça va être compliqué.
très compliqué, parce que le réel va s'inviter de façon brutale, peut-être, si on continue comme ça. Mais enfin, en tout cas, bon, je dis ça évidemment, je, je dis ça parce que je suis inquiète en fait, parce que on voit bien que cela ne dissuade ni les États-Unis ni les Européens de nourrir l'escalade. Bessent dit on va mettre des sanctions, mais comme dit Pete Hegseth en lui emboîtant le pas, le secrétaire à la guerre américain, on garde le doigt sur le détonateur, entre guillemets, on peut tout à fait reprendre les frappes quand on veut. Donc, c'est quoi l'idée en fait? Est-ce qu'ils s'imaginent vraiment qu'ils vont arriver à amener l'Iran à discuter quelque chose, ou est-ce qu'il s'agit de ne jamais rien discuter avec personne et finalement soit d'avoir des interlocuteurs totalement obéissants, pardon, soit de les rayer de la carte. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a quand même des bruits qui disent que parmi les options, eh bien, certaines parlent, si Trump est vraiment dans une impasse, et il l'est là, d'un emploi du nucléaire tactique, ce qui serait absolument fou. Je veux croire et je crois qu'il y a au sein du Pentagone et même au sein du département d'État quand même des gens sérieux qui l'empêcheraient de faire ce genre de folie. Quant à l'Ukraine, n'en parlons pas. Bon, je vais vous en parler, mais c'est évidemment une situation extrêmement grave aussi. On voit bien qu'on est en train de relancer l'escalade. Et là, ce sont les Britanniques qui s'y mettent, qui ne sont pas les derniers depuis le début de ce conflit, évidemment, et même avant son occurrence officielle en 2022. Mais là, le nouveau Premier ministre britannique commence très très fort son mandat, on va dire ça comme ça. En tout cas, bon, pour finir cette introduction, si vous voulez, j'ai bien conscience, moi, en vous parlant chaque semaine, depuis 2 ans et demi maintenant, que, à l'instar des autres réalistes français, il n'y en a pas lourd, hein, mais on est quand même quelques-uns, il y en a beaucoup plus à l'étranger, notamment aux États-Unis d'ailleurs, mais aussi dans d'autres parties du monde. Mais j'ai parfaitement conscience que, bien sûr, nous donnons l'impression, et nous avons l'impression, un peu quand même de mouliner, de hurler dans le désert, si vous voulez, et de lutter contre des moulins à vent. On est impuissant manifestement à provoquer une prise de conscience qui pourtant est indispensable en Europe et même aux États-Unis face à la réalité du monde tel qu'il a beaucoup changé depuis ce fameux moment unipolaire des années 90 et certainement depuis là le quart de siècle en fait, hein, depuis 2001, on est en 2026, un quart de siècle. Ça ne marche pas, ça ne marche clairement pas. Il n'y a pas d'inflexion, encore moins de changement de portage des politiques européennes. Je pense évidemment au conflit en Ukraine, parce que c'est celui qui nous touche de plus près, c'est celui qui est le plus dangereux pour nous, malgré tout. On ne veut pas nous écouter, hein, voire même on nous empêche de parler si c'est nécessaire. On ne veut surtout pas comprendre ce qu'on a à dire, ce qu'on veut expliquer, ce qu'on veut mettre en perspective, ce qu'on veut... Voilà, faire sentir aux responsables et aussi d'ailleurs aux grands médias, à toute personne ayant une quelconque responsabilité, si vous voulez, soit dans la définition d'une politique, soit dans sa mise en œuvre, soit dans sa mise en image, dans l'effort de conviction qui peut se faire autour d'une politique, quelle qu'elle soit. Donc, plus personne ne veut faire d'analyse, en fait. On préfère l'invective, on préfère vouer les gens aux gémonies, les traiter de tous les noms, de pro-russe, de pro-ci, de pro-iranien, de pro... bon, voilà, c'est tellement plus simple que de se dire « mais de quoi parle-t-il? Est-ce que je ne peux pas essayer de comprendre ce qu'il veut me dire ?» Bon, on a défiguré la morale en moralisme complètement obtus et faux. En plus, c'est d'un cynisme épouvantable. Le réel, malgré tout, n'obéit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le fait disparaître.
Moi, j'ai eu un patron comme ça, quand une dépêche, même un télégramme diplomatique ne lui plaisait pas, il le classait vertical, comme on disait, c'est-à-dire il le mettait dans la poubelle. Il ne voulait pas que ça vienne troubler sa conception du conflit. Voilà. Donc l'analyse, c'est devenu un gros mot, une obscénité en fait. Et voilà, et ça, parce que ça nous renvoie évidemment à notre faillite intellectuelle et morale d'ailleurs, et morale. Et donc on est dans ce processus de renversement orwellien, je vous en ai déjà parlé, mais périodiquement ça me prend, si vous voulez, à certains moments, on est en pleine idéologie, en plein sectarisme, et évidemment l'idéologie et le sectarisme, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence. Voilà. Et donc, en plus, comme on nie totalement le réel, on ne comprend pas du tout la gravité des enjeux, la gravité des engrenages possibles, ni les véritables intérêts géopolitiques qu'on pourrait avoir, nous en tant que France, mais en tant qu'Européens et même en tant qu'Américains, si vous voulez, même en tant qu'Occidental au sens large, même en se plaçant sur le plan d'un bloc occidental. Vous voyez ? C'est quand même très très inquiétant. Donc tout est déformé, tout est réduit. On est en plein manichéisme, et le manichéisme, ça appauvrit, ça dessèche la pensée en fait. Ça dessèche toute la réflexion stratégique, ça l'annule, voilà, ça la fait disparaître. Donc on est dans une espèce de western spaghetti que Trump nous met en scène toute la journée, et en Europe, alors on est dans une série B, ou même C d'ailleurs. Bon, mais tout ça c'est bien gentil, mais si vous voulez, pendant ce temps, la situation se dégrade. Voilà, c'est-à-dire plus on se déconnecte, plus la situation se dégrade. Parce que la réalité militaire de ce conflit, elle existe, qu'on le veuille ou non, elle est là. Qu'on refuse de la voir, qu'on refuse d'y croire. Vous voyez, le réel est là. Et le réel, il ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on en raconte. Voilà. Donc, les événements en Europe prennent une tournure quand même très dangereuse. Et nos fantasmes de contrôle, nos fantasmes de définition de ce qui est, de ce qui n'est pas, tout ça, ça va finir par nous exploser à la figure. Parce qu'on on peut toujours essayer de laver le cerveau de nos concitoyens à l'échelle européenne ou à l'échelle occidentale. À un moment donné, le réel va nous taper très fort. Et quand c'est pas forcément la Russie qui va nous taper très fort, c'est un engrenage qui est en train de se mettre en place, si vous voulez. Et bien sûr, au bout du compte, il y a cette hostilité, cette haine recuite que manifestement toute l'Europe désormais quasiment a pour la Russie, qui est définitivement diabolisée dans cette affaire et avec laquelle on ne veut plus parler alors que nous sommes sur le même continent eurasiatique, que nos destins sont liés, que nos besoins sont liés éminemment. Je pense à l'énergie bien sûr, mais pas seulement. Je ne parle même pas de l'histoire, de la culture, de la philosophie, mais même simplement de manière très prosaïque. Nous faisons comme si, en fait, l'Union européenne était un espèce de petit îlot détaché du continent eurasiatique. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Chers amis, laissez-moi vous parler d'un service qui a sa place dans notre quotidien et qui accompagne fidèlement notre chaîne, NordVPN. Vous l'avez peut-être remarqué, Internet n'est plus un espace unique, il est fragmenté. Une chaîne française devient inaccessible dès qu'on traverse une frontière, un média étranger peut rester hors d'atteinte selon notre localisation, et même un article peut être bloqué d'un pays à l'autre. Il m'arrive par ailleurs de me connecter depuis un hôtel, un café, un aéroport, sur des réseaux ouverts sur lesquels les données ne sont pas protégées, ou de vouloir consulter un contenu qui n'est pas accessible depuis l'endroit où je me trouve. Un service comme NordVPN devient utile dans ce type de situation, comme d'ailleurs au quotidien. Le principe est simple, en un clic, on change d'emplacement virtuel. La connexion apparaît comme venant du pays choisi, ce qui permet de consulter ses services habituels sans aucune restriction.
Toute la navigation est chiffrée, l'adresse IP est masquée, ce qui la rend illisible pour qui chercherait à l'intercepter. Et NordVPN ne garde aucune trace de notre activité en ligne. NordVPN intègre également un antivirus nouvelle génération qui bloque les sites malveillants, les tentatives de phishing ou les logiciels frauduleux. C'est une couche de sécurité fondamentale au quotidien. Si vous souhaitez protéger votre navigation, vous pouvez passer par le lien en description et bénéficier de 4 mois offerts pour un abonnement de 2 ans, sans compter bien sûr la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Un grand merci à NordVPN qui rend possible une partie de notre travail sur Paix et Guerre en nous soutenant à l'année. Bon, donc la question devient pressante. Est-ce que vraiment les élites mondiales, occidentales se préoccupent de la prospérité et de la sécurité déjà de leur peuple? Bon, quand on voit Trump mettre en danger toute l'économie mondiale pour essayer de faire tomber le régime iranien, si vous voulez, on peut en douter. Bon, je ne parlerai même pas de l'Ukraine, on sait ce qu'il en est, du tonneau des Danaïdes, parce que Poutine dit que les Ukrainiens ont ouvert la boîte de Pandore avec leurs attaques contre des civils ukrainiens, et que maintenant ils vont en subir les conséquences. Mais il n'y a pas que la boîte de Pandore, il y a le tonneau des Danaïdes aussi. Et le tonneau des Danaïdes, c'est un puissant fond, si vous voulez, dans lequel on envoie de l'argent pour faire croire qu'il y a une possibilité pour les armées ukrainiennes de l'emporter face aux Russes, alors que même leur propre chef, de temps en temps, se risque à dire le contraire. Voilà. Donc, si vous voulez, on se demande s'il n'y a pas simplement une très forte indifférence, en fait, de ce qu'on appelle les élites occidentales, en tout cas les couches dirigeantes de nos sociétés, qui justement vivent dans un autre monde et ont d'autres logiques, qui sont des logiques financières, des logiques économiques, des logiques de défausse politique ou de posture politique, martiale, de puissance, parce que ça permet de faire oublier qu'en fait on a plus la main sur beaucoup de choses en matière de souveraineté. Je pense à notre pays, mais il y en a d'autres qui sont dans le même cas. Les Allemands, même les Allemands. Et donc, on est vraiment dans ce divorce, en fait, très profond et très inquiétant. Donc, dans le cas du conflit en Ukraine, on est arrivé à un tel niveau d'enfermement mental dans cette réalité alternative qui est décorrélée de la réalité, à mon avis, de la réalité militaire et économique. Mais je ne suis pas toute seule à l'avoir, à mon avis. C'est tous les plus grands penseurs, professeurs, théoriciens, praticiens des relations internationales de l'autre côté de l'Atlantique sont d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe en France, il y a un trou noir de la pensée, mais quand même. Voilà, il n'y a pas que Caroline Galacteros dans son trou, dans son petit coin, qui raconte ça. Il y en a d'autres et on est tous d'accord pour dire qu'on est de plus en plus enfermés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On poursuit l'instrumentalisation de ce malheureux pays pour essayer finalement d'avoir raison contre l'évidence, si vous voulez. Et on se sert aussi du patriotisme tout à fait véritable de la population ukrainienne, sans vergogne et à tombeau ouvert. Donc c'est très très vicieux tout ça. On vise avec tout ce discours sur mais oui, on voudrait discuter de temps en temps, que ce soit Zelensky ou d'autres disent mais oui, il faut arriver à un accord. Mais on propose encore une fois, comme je l'ai expliqué maintes fois, les termes d'un règlement qui sont évidemment inacceptables pour Moscou, puisque Moscou l'emporte sur le terrain. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas escamoter cette réalité militaire. Mais si vous faites comme si elle n'existait pas, vous dites, bon, je propose à la Russie des choses, elle n'en veut pas. Si elle n'en veut pas, c'est qu'elle veut la guerre, il faut donc se préparer à la guerre, et donc on nourrit la guerre. Et hop, on remet un jeton dans la machine. Voilà, on est vraiment dans malheureusement, dans sur cette voie-là. Alors, que se passe-t-il concrètement? Eh bien, on est en train vraiment de relancer l'escalade, et là, ce sont les Britanniques qui le font. Que vient-il de se passer? Il vient de se passer que le nouveau Premier ministre
qui a remplacé Keir Starmer, qui s'appelle Burnham, qui n'a, à ma connaissance, aucune compétence particulière en matière de politique étrangère, de diplomatie, de rien du tout, veut entamer évidemment son mandat sur un coup d'éclat, n'est-ce pas, en affichant une volonté, une détermination vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est dans ce contexte extrêmement volatile que le nouveau Premier ministre Burnham, qui veut entamer son mandat, n'est-ce pas, avec des prises de position fortes, martiales, déterminées vis-à-vis de l'ours russe, du monstre russe, n'est-ce pas, mais qui n'a aucune espèce de compétence ni d'expérience en politique étrangère, à ma connaissance, vient d'annoncer que la Grande-Bretagne autoriserait la firme MBDA à livrer aux Ukrainiens des informations sur les composants britanniques du missile de longue portée Scalp. Le Scalp, vous savez, c'est la version française du Storm Shadow britannique. Et en fait, le Scalp et le Storm Shadow, mais surtout le Scalp, il est fabriqué à partir de technologies communes franco-britanniques. Or, les Français envisageraient, avec l'Ukraine, de construire des lignes de production pour fabriquer des scalps, donc toujours l'idée de taper plus profondément la Russie, donc de construire des lignes de production de ces missiles en Ukraine. Donc en faisant ça, en fait, Burnham, il vient de... c'est comme une déclaration de guerre, parce que les Russes ont dit, redit depuis des mois et des mois, évidemment. Qu'ils savaient où étaient toutes les facilities, enfin toutes les usines, tous les entrepôts, etc., d'où étaient acheminés les armements fournis par les Occidentaux à l'Ukraine. Mais enfin, pour l'instant, ce n'était pas une co-belligérance, c'était une aide dite indirecte. Alors récemment, ils se sont énervés vis-à-vis des Américains en disant que le renseignement satellitaire américain fourni à l'Ukraine était inacceptable. Ils ont demandé des informations, ils ont fait des demandes d'informations au département d'État. Mais jusqu'à présent, même si tout le monde sait que la Grande-Bretagne est derrière énormément de choses dans ce conflit, et depuis des années, là, c'est comme une déclaration de guerre. Donc je ne sais pas si Burnham a bien conscience de ce qu'il a fait, s'il peut revenir en arrière. Les Russes ont rappelé leur ambassadeur à Londres, c'est terminé. Ils ont expliqué que la Grande-Bretagne était désormais considérée comme un belligérant direct dans ce conflit, un co-belligérant. Alors, tout ça est quand même, c'est vraiment, c'est très inquiétant. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est la visite qui s'est produite aujourd'hui, mardi, entre la visite à Moscou du chef de la CIA, Radcliffe, qui est allé voir son homologue russe, Naryshkin, donc, qui dirige le SVR. Bon. Alors, évidemment, on n'était pas là, je ne sais pas ce qui s'est dit, bien sûr, on en est réduit à des conjectures. Il est certain, enfin, il est très probable qu'il a été question, du renseignement américain fourni aux Ukrainiens, satellitaire, du renseignement russe fourni aux Iraniens. Voilà, donc là aussi, l'un comme l'autre ont certainement des choses à se dire et à se demander en la matière. Maintenant, ils ont peut-être parlé d'autre chose, parce que ça, c'est entre chefs de service de renseignement, c'est assez logique de se parler de questions de renseignement pur. Est-ce que Radcliffe a été reçu par Vladimir Poutine? Ça, j'en sais rien. Ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que Poutine lui a dit de transmettre à Trump la nécessité de mettre les Britanniques
au pas, parce que ça allait déraper, ça allait très mal se terminer, toute cette histoire. Est-ce que Poutine lui a demandé de mettre Zelensky sur la touche une fois pour toutes? Est-ce que Poutine lui a demandé euh, enfin de tenir les Européens en dehors de toute possibilité de discuter quoi que ce soit d'un véritable accord, parce que Poutine sait très bien que les Européens ne veulent aucun accord et ne peuvent avoir qu'un effet délétère sur une quelconque négociation, donc ça, il n'en veut pas. Bon. Et surtout, il ne veut pas de troupes européennes, de pays de l'OTAN, mais de pays européens, bien sûr, en Ukraine, parce que là, ce serait une extension immédiate du conflit très très grave. Bon, donc je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce que l'Américain lui a demandé. Je suis certaine que Radcliffe avait aussi sa liste de doléances et de demandes. Ce qui est très bien quand même, c'est que dans ce contexte qui est très dangereux, où les Anglais en remettent une couche, il y a encore une réunion de la coalition des volontaires, n'est-ce pas, pour l'Ukraine. Zelensky vient de redemander 30 milliards. Il manque déjà d'argent au budget de la défense, je crois, à hauteur de 27 milliards. Bon, si vous voulez, dans ce contexte, sans même parler de ce qui se passe sur les lignes de front, où là, les lignes de défense des villes fortifiées ukrainiennes, qui étaient quand même extrêmement fortes et renforcées, sont en train de tomber progressivement, mais sûrement, si vous voulez. Dans tout ce contexte-là, c'est quand même bien qu'au niveau russo-américain, c'est-à-dire c'est une forme de parité, de quasi-parité en matière nucléaire, même si, à ma connaissance, la Russie est un peu plus dotée encore que les États-Unis. En tout cas, au niveau, voilà, j'allais dire supérieur, parce qu'il faut être lucide, les Russes ne veulent discuter éventuellement qu'avec les Américains, de toute façon, depuis le début, et ça ne changera pas. Éventuellement, on se servira des Européens à un moment donné, mais c'est tout. C'est quand même bien qu'il y ait cette ligne ouverte entre services, j'en ai déjà parlé dans plein d'émissions, c'est très important, c'est aussi à ça que servent les services de renseignement. C'est à garder des canaux ouverts dans les situations de crise aiguë. Je terminerai par mon deuxième point, mais beaucoup plus rapidement. Donc, en vous parlant un peu de l'Iran, bon, bah, là aussi, hein, on nage en plein délire hollywoodien, Bessent avec ce langage hyperbolique, l'offensive économique, la plus forte qui ait jamais existé, etc. Nous allons écrabouiller l'économie iranienne, etc. etc. Bon, tout ça est quand même ridicule. Et tout ça a d'ailleurs un effet boomerang très dommageable pour les États-Unis, mais ça n'a pas l'air de... C'est là encore, c'est ça que je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas voir que ce qu'ils font produit l'effet inverse de celui qu'ils recherchent. Donc là, ils recherchent quoi? Ils ont fait des déclarations, Bessent et d'autres, en disant maintenant il est temps que tous les pays du monde, en fait, comment dirais-je, fassent un choix entre l'Iran et les États-Unis. Donc là, ils mettent tout le monde au pied du mur. C'est voilà, avec nous ou contre nous, c'est toujours la même chose. Alors, pour la Chine, là, ils ne sont pas allés jusqu'à des sanctions secondaires, ni même des menaces, parce que je pense qu'ils ont un tel besoin de terres rares et ils sont dans une situation tellement compliquée vis-à-vis des Chinois que, bon. Mais pour le reste du monde, en gros, ils expliquent que tout pays qui ne se soumettra pas aux sanctions économiques qu'ils ont décidées sur l'Iran et qui donc continuera à faire du commerce avec l'Iran sera lui aussi visé par tout un tas de mesures de rétorsion américaines. Bon, à mon avis, c'est pas la bonne méthode, mais c'est la leur.
Alors, il y a quand même un pays qui, pour l'instant, échappe à cela, parce que là encore, les États-Unis ont besoin de lui. C'est évidemment le Pakistan, avec son chef d'état-major des armées qui a un lien, en tout cas manifeste, avec Trump, peut parler à Trump, et donc peut-être une sorte de Missi Dominici américain, même si les Pakistanais se prétendent neutres et n'ont pas hésité à dire tout de suite aux Iraniens et à le dire publiquement qu'ils avaient tout un tas de corridors routiers qui étaient mis en place et qui pouvaient permettre, bien sûr, à l'Iran de continuer à commercer. Il ne s'agit pas de faire mourir le peuple iranien parce que Scott Bessent a décidé que c'était la méthode, parce qu'en fait, militairement, ils ne peuvent rien faire. Voilà, c'est ça la réalité. Bon, donc, et pendant ce temps, les prix du pétrole et du diesel montent encore. Et Bessène s'en étonne. Il croit que sa seule parole est performative et doit provoquer une baisse des cours, n'est-ce pas? Parce qu'il annonce qu'il fait la guerre économique radicale à l'Iran. C'est lunaire, mais bon, c'est comme ça, on est là-dedans. Moi, je commande ce que j'ai à me mettre sous la dent, malheureusement. Euh, donc, alors, donc, les Américains font ça et les Iraniens font exactement la même chose. C'est-à-dire, ils ont dit attention, les pays qui se soumettront aux oukases américains seront jugés, à juste titre, complices des mesures prises contre nous, que eux assimilent à des crimes de guerre, puisqu'il s'agit de faire souffrir en fait les populations civiles à la fin, pour provoquer la déstabilisation, etc., etc. Et nous ne sommes plus en cessez-le-feu, ça c'est ce qui a été dit aussi. Nous ne sommes plus en cessez-le-feu, nous sommes en guerre toujours, et nous sommes toujours prêts à répondre aux pays qui se soumettraient aux demandes américaines et feraient souffrir la population iranienne. Donc, on est toujours dans une situation extrêmement volatile, dont on ne voit pas très bien l'issue, à vrai dire. Alors, il y a quelque chose dont j'ai parlé dans une clé du monde et dont j'ai parlé aussi dans le dernier périscope, c'est l'accord de la Mecque de début août, là, du 6 ou 7 août dernier, qui est un accord militaire d'assistance mutuelle entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite. Et bien sûr, la question, alors Trump s'en est félicité, etc. Enfin, c'est quand même un... D'abord, au départ, c'était une idée depuis d'ailleurs 2025, si ma mémoire est bonne. Les Russes en parlent et les Chinois en parlent. Ils parlent de la nécessité pour le Moyen-Orient de reconstruire, en fait, de construire, pardon, une structure de sécurité régionale coopérative, en fait, voilà, qui soit plus la politique des blocs, si vous voulez. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit bon d'identifier l'alliance de la Mecque à une sorte d'OTAN. Ce n'est pas une OTAN moyen-orientale, si vous voulez. C'est plutôt l'embryon possible d'une structure de coopération sécuritaire et de stabilisation, en fait. À la fois d'ailleurs militaire, enfin sécuritaire, défense et prospérité économique, parce que ça ira ensemble, évidemment, dont tous les pays de la région ont besoin. Donc, il y a le noyau, là, mais il y a déjà d'autres candidats. Je crois bien qu'il y a le Bangladesh, il y a l'Égypte qui voudrait venir, il y a, et il y a surtout la visite de Mounir, donc toujours le chef d'état-major pakistanais, à Téhéran, pour discuter de l'éventuelle intégration de l'Iran dans l'accord de la Mecque. Vous imaginez ce que ça peut hérisser comme poil, si j'ose dire, familièrement, à Washington ou à Tel Aviv, évidemment, parce que là c'est la fin des haricots du point de vue américano-israélien,
puisque du point de vue américano-israélien, il s'agit surtout d'éclater les pays, de nourrir les luttes entre chiites et sunnites. Enfin bon, ça fait des décennies que ça dure, tout ça. Et d'empêcher notamment l'Iran et l'Arabie saoudite de se rapprocher, comme ils avaient commencé de le faire au printemps 2023, je le rappelle. Après que les Saoudiens se soient rendus compte que la guerre dans laquelle ils s'étaient lancés contre le Yémen était nulle et non avenue et qu'ils l'avaient perdue, et qu'ils avaient intérêt, comme les Iraniens, à une stabilité en fait sécuritaire en fait dans la région pour pouvoir se développer économiquement. Bon, et donc assurer leur pouvoir politique, leur assise politique. Donc il y a tous ces mouvements qui sont en jeu et qui sont très intéressants évidemment à observer. Mais on voit bien, encore une fois, que derrière tout cela, même derrière cette nouvelle structure-là qui vient de naître et dont on va voir si elle arrive à s'étendre et si jamais l'Iran arrive à l'intégrer, eh bien, c'est un camouflet, c'est un soufflet dans le visage de Washington, évidemment, et c'est un soufflet, bien sûr, infligé aux ambitions israéliennes, parce que, eh bien, oui, ce serait... En fait, c'est toujours la même idée, c'est celle qui nous manque aussi aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire c'est ce caractère indivisible de la sécurité régionale, c'est-à-dire vous n'avez pas votre sécurité contre les autres, vous l'avez avec les autres. Voilà. Et votre sécurité dépend de celle de votre voisin, y compris si vous êtes rivaux. C'était ce qui avait présidé à la Charte de Paris en 1990 pour l'Europe. Voilà, c'est ce que les Russes ont répété sur tous les tons en expliquant que c'était la seule manière d'assurer véritablement la sécurité à l'échelle européenne et d'avoir une architecture sérieuse. Donc c'est une vision coopérative de la sécurité et pas, comment dirais-je, hostile, enfin de bloc à bloc. Bon. Voilà, donc je termine là-dessus, comme ça je reste relativement courte. Je vous souhaite une bonne soirée, merci de partager, de liker cette émission si elle vous a intéressé, de rejoindre la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de rejoindre le cercle des amis de Paix et Guerre si vous ne l'avez pas encore fait. Ce serait formidable de nous soutenir via Tipeee si vous pouvez le faire. Mais c'est aussi bien de le faire en devenant membre du cercle. Voilà, je vous remercie beaucoup, chers amis, et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir, à bientôt.